Aujourd'hui, on va parler de l'armée suisse. L'armée suisse est une armée de milices appuyée par des militaires professionnels. Elle a pour mission d'assurer la défense du territoire suisse, la sauvegarde des conditions d'existence de la Suisse et de contribuer à la promotion de la paix à l'étranger. Bien que la Suisse soit connue pour sa neutralité, ça ne veut pas dire qu'elle est désarmée. Eh bien au contraire. En Suisse, la paix est une affaire sérieuse qui repose sur un paradoxe de fer. Si tu veux, la paix prépare la guerre. Des avions de chasse qui décollent entre deux montagnes, aux bunkers atomiques capables d'abriter toute la population, l'armée suisse est un ovni militaire. En Suisse, l'armée n'est pas un choix de carrière que l'on fait sur un coup de tête, c'est un rendez-vous incontournable avec l'histoire et avec l'État. Dès l'âge de 18 ans pour chaque citoyen suisse, la question n'est pas de savoir si on va servir, mais comment. C'est ce que l'on appelle l'obligation de service. Ici, la défense de pays n'est pas de déléguer à une élite professionnelle, elle repose sur les épaules de la population elle-même. C'est un contrat social unique. En échange de la démocratie directe et de la neutralité, chaque citoyen devient le garant de la sécurité nationale. Mais comment ce système de citoyens-soldats survit-il au XXIe siècle ? Et que se passe-t-il si l'on refuse de porter l'uniforme ? On décrypte aujourd'hui ensemble le fonctionnement du devoir militaire helvétique. Commençons avec l'article 59, le contrat incontournable de la Constitution. En Suisse, l'armée n'est pas un simple service public ni une simple tradition, mais une obligation constitutionnelle, une institution ancrée dans le texte sacré du pays, la Constitution fédérale. L'article 59 pose le principe fondamental du citoyen soldat. Contrairement à la France ou aux États-Unis qui ont opté pour une armée de métier, la Suisse refuse de déléguer sa sécurité à des professionnels. Voici comment ce point de droit dicte la vie de milliers de jeunes chaque année. Mais alors, qui doit servir et combien de temps ? Le premier alinéa de l'article est limpide. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou un service civil de remplacement. Cette phrase crée une distinction claire entre les genres. Pour les hommes, c'est une obligation légale qui commence dès le recrutement. Généralement à 18 ou 19 ans, ainsi l'année de leurs 18 ans, tous les Suisses sont convoqués à une journée d'information sur les services militaires à l'école de recrues. Ils indiquent à cette occasion quand ils souhaitent faire l'école de recrues entre leurs 19 et leurs 25 ans. Si le service est obligatoire pour les hommes, les femmes, elles, sont invitées à la journée d'information sur une base volontaire. Elles ont ensuite la pleine liberté de choisir si elles souhaitent s'engager ou non dans les rangs de l'armée. Elles ont exactement les mêmes droits, les mêmes fonctions et les mêmes uniformes, mais elles ne peuvent pas être légalement contraintes de s'enrôler. C'est l'un des rares domaines où la Constitution suisse maintient une différence juridique basée sur le sexe. Bien que le débat politique pour un service citoyen universel gagne du terrain. À ce propos, et toi ? Tu en penses quoi personnellement ? Viens donc m'en parler en commentaire, je suis hyper curieuse d'échanger avec vous à ce sujet. À terme, la Suisse réfléchit de passer d'une armée de conscrits masculins à un modèle d'engagement où chaque citoyen, quel que soit son genre, contribue à la résilience du pays. Et cette réforme repose bien sur 3 piliers qui conduira vers l'équité. Déjà, l'égalité juridique. L'objectif est de supprimer la dernière distinction légale basée sur le sexe. Si les droits sont égaux, les devoirs, comme celui de protéger le pays, devrait l'être aussi. Ensuite, le besoin d'effectifs. Face aux nouvelles menaces, l'armée a besoin de compétences variées, cyberdéfense, logistique, santé et autres. Intégrer les femmes permet de doubler le vivier de talents disponibles. Et enfin, ils veulent s'inspirer du modèle norvégien où tout le monde est convoqué au recrutement, mais où seuls les plus motivés et les plus aptes sont réellement incorporés. En bref, l'idée n'est pas seulement d'avoir une armée masculine, mais de créer un service citoyen universel. Ce serait la fin du privilège ou de la contrainte,
masculine au profit de responsabilités partagées pour la sécurité de la nation. Le recrutement. Tout commence entre le 19e et le 24e année de naissance. À ce moment-là, tu reçois une convocation pour le recrutement, un passage obligé qui dure entre 2 et 3 jours. C'est durant cette période intense que se joue ton avenir au sein de l'armée. Le premier test est médical. Des spécialistes évaluent des aptitudes physiques et psychiques. Si tu es déclaré inapte, ton parcours militaire s'arrête là, ce qui implique généralement le paiement de la taxe d'exemption. Mais si le verdict tombe et que tu es jugé apte, les choses sérieuses commencent ici. Tu passes alors un entretien d'incorporation. Ce n'est pas une simple formalité, mais une véritable orientation sur la base de tes résultats au test physique, de tes compétences civiles, comme ton métier ou tes études et des besoins actuels de l'armée. Une fonction t'est alors attribuée. Que tu deviennes conducteur de char, grenadier, secouriste ou informaticien, c'est à cet instant précis que ton rôle est scellé. Ce choix déterminera ensuite la spécialisation que tu recevras lors de ton école de recrue, le point de départ de ta vie de citoyen soldat. Après avoir reçu ton affectation, tu ne pars pas immédiatement. Il existe une fenêtre de battement. Tu commenceras ton école de recrue entre 3 et 12 mois après ton jour de recrutement. C'est le délai qui va te permettre de t'organiser avec ton employeur, tes études ou encore ta vie professionnelle avant le grand départ. Après ça, pour la grande majorité des fonctions, l'école de recrue dure 18 semaines. C'est durant cette période, un peu plus de 4 mois, que tu passes du statut civil à celui de soldat. Durant ces 18 semaines, tu as la phase d'instruction et tu apprends les bases du métier militaire, le maniement de ton équipement et surtout la spécialisation technique, mécanique, sauvetage, combat, etc. Et tu apprends la vie en communauté où se forge la cohésion de groupe à travers les exercices de terrain et la vie de caserne, etc. Évidemment, selon la fonction comme les forces spéciales ou les officiers, la durée peut varier. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur la date de convocation ou pour découvrir les détails précis de ta future formation, le réflexe à avoir est de consulter le site officiel de l'armée. Je te laisserai le lien de ce dernier en barre de description si tu es concerné. Tu y trouveras les calendriers exacts et des guides pratiques pour préparer ton sac. Solde et allocation perte de gain. Quand tu es au service, tu ne peux évidemment pas travailler à côté. Pour compenser cela, l'État a mis en place un système de revenus combinés qui te permet de garder la tête hors de l'eau. Dans un premier temps, tu as l'allocation pour perte de gain. C'est le gros de ton revenu. Elle est là pour remplacer ton salaire. Dans le cas où tu travailles avant ton recrutement, tu reçois à hauteur de 80% ton dernier salaire. Si et seulement si tu as travaillé au minimum 4 semaines ou 160 heures l'année précédente. Ensuite, pendant l'école de recrue, pour la plupart des jeunes sans enfants, tu reçois une allocation qui est fixée à un forfait de 69 francs bruts par jour. C'est une base solide qui te permet de couvrir tes frais courants pendant que tu es nourri et logé par l'armée. En complément de l'APG, tu reçois la solde. Pour une recrue, c'est 6 francs par jour. Alors oui, on parle pas de devenir riche, mais c'est de l'argent de poche totalement net d'impôts. C'est un bonus qui tombe en plus de ton allocation. Et si tu décides de prendre du galon ou de grimper en grade comme caporal ou lieutenant, cette solde augmente progressivement. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour ton compte en banque? Eh bien parce qu'en école de recrue, tes dépenses tombent quasiment à zéro. L'armée s'occupe de tout. Tu es logé en caserne, nourri à chaque repas et tes déplacements en train sont gratuits dans toute la Suisse pour rentrer le week-end. Le vrai bonus, c'est l'assurance militaire. Elle prend le relais sur ta caisse de maladie privée, ce qui veut dire que tu peux suspendre tes primes mensuelles et économiser des centaines de francs par mois. Parlons du principe de l'équité, servir ou contribuer. L'article 59 ne se contente pas d'imposer le port de l'uniforme, il garantit que chaque citoyen participe à l'effort de sécurité d'une manière ou d'une autre. C'est ici qu'interviennent les alternatives. Tout d'abord, le service civil. Alors, si un citoyen ne peut concilier le service militaire avec sa conscience, objection de conscience, il peut demander à accomplir un service civil. Ce n'est pas un échappatoire facile, la durée est
1,5 fois plus longue que celle du service militaire et consiste en des missions d'intérêt généraux, hôpitaux, protection de la nature, aide sociale par exemple. Après, si tu te poses la question de savoir si tu peux devenir civiliste par volonté, voici comment ça se passe. Tout d'abord, sache que tu ne peux pas demander le service civil pour échapper au recrutement. La règle elle est assez claire. Tu dois d'abord être jugé apte au service militaire par les médecins de l'armée. C'est seulement après ce verdict que la porte du service civil s'ouvre à toi. C'est ici que tu dois être vigilant pour éviter de devoir mettre le treillis par erreur. Tu dois déposer la demande au minimum 3 mois avant le début de ton école de recrue ou de ton prochain cours de répétition. Si tu respectes ce délai alors, tu seras dispensé d'entrer au service militaire. Pour ce faire, tu dois passer par leur lien en ligne. Rends-toi sur le portail Zivi Connect de l'Office fédéral du service civil. C'est là que tu pourras créer ton profil et gérer tes autres et futures missions. La taxe d'exemption, c'est le point qui surprend souvent à l'étranger. Si un citoyen est réformé et donc jugé inapte pour raison médicale ou psychique, ou qu'il ne peut pas accomplir son service pour d'autres raisons, il doit payer une taxe. Cette taxe s'élève à 3% de son revenu imposable jusqu'à l'âge de 37 ans. En résumé, en Suisse, soit tu donnes de ton temps, soit tu donnes de ton argent. Je vais te donner un exemple concret avant que tu puisses te rendre compte de l'impact de ce point. Imaginons Marc, un jeune Genevois de 25 ans, lors de son recrutement, il a été déclaré inapte pour une raison médicale, par exemple un problème de dos important ou une forte myopie. Marc ne portera donc jamais l'uniforme et ne fera pas non plus de service civil. Alors, regardons ce qu'il devra alors payer et comment est calculée cette taxe. Dans sa vie, Marc travaille comme graphiste et gagne un bon salaire annuel net imposable de 70 000 francs à l'année. La loi est stricte et il doit payer 3% de ce montant à l'administration fédérale des contributions. Par conséquent, chaque année, au moment de payer ses impôts, Marc reçoit une facture supplémentaire de 2100 francs et cette taxe, Marc devra s'en acquitter chaque année de ses 19 ans jusqu'à la fin de l'année de ses 37 ans, soit environ 11 tranches annuelles au total qu'il n'a jamais servi. Soit un total de 23 000 francs sur 11 ans à l'État pour compenser le fait qu'il n'a pas accompli ses jours de service. Après, il existe des exemptions comme par exemple si Marc était étudiant avec un petit job et ne gagnait presque rien, il devrait payer un forfait minimum de 400 francs par an, ou encore si Marc avait commencé son service mais n'avait fait que la moitié de ses jours avant d'être réformé, sa taxe serait réduite de moitié et dans le cas où Marc était atteint d'un handicap majeur, invalidité, il serait totalement exonéré de cette taxe. Au-delà de la loi, l'article 59 est le moteur d'une mixité sociale unique. Dans une chambrée, tu peux trouver le fils d'un banquier genevois, d'un agriculteur jurassien ou encore d'un mécanicien zurichois. Alors ce ne sont pas des clichés, ce sont juste des exemples. Cette cohabitation forcée sous le même uniforme est considérée comme le ciment de la cohésion nationale. En servant ensemble, les citoyens des différentes régions linguistiques et classes sociales apprennent à se connaître, ce qui renforce l'unité du pays malgré ces 4 langues nationales. Mais alors pourquoi une armée en Suisse? Et quelles sont ses missions? Après avoir vu comment on y entre, il faut comprendre pourquoi elle existe. Dans un pays qui n'a pas connu de conflit armé sur son sol depuis 1848, on pourrait se demander à quoi servent ces milliards de francs et ces milliers de citoyens en uniforme. La réponse se tient dans la doctrine de la neutralité armée. Pour la Suisse, être neutre ne signifie pas être désarmé, mais être capable de se défendre seul pour ne pas avoir à choisir un camp. C'est une assurance vie un peu nationale. Pour remplir ce rôle, la Constitution définit 3 missions fondamentales. Dans un premier temps, la défense, prévenir la guerre. La Suisse peut être attaquée depuis les airs, au sol, dans les cyberespaces, dans l'espace de l'information et dans l'espace orbital. L'armée décrit ces 5 secteurs comme des espaces d'opération. Toutefois, pour être efficace dans les espaces d'opération, l'armée doit fonctionner comme un système global. Les capacités dans ces espaces d'opération sont réparties entre forces aériennes, forces terrestres, commandement cyber et commandement des opérations. C'est la mission historique. L'armée doit être prête à défendre le territoire, sa population et ses infrastructures contre une agression
armée. L'enjeu, aujourd'hui, cette défense ne se joue pas seulement dans les bunkers des Alpes, mais aussi dans le cyberespace. L'armée protège les réseaux critiques du pays contre le cyberattaque qui pourrait paralyser l'économie ou l'électricité sur le territoire helvétique. Le message, il est clair, dissuader de ne pas avoir à combattre. Le soutien aux autorités civiles, c'est la mission que la Suisse voit le plus souvent. Lorsque les moyens de la police, des pompiers ou des hôpitaux ne suffisent plus, l'armée intervient en renfort. Exemple concret, la catastrophe naturelle déblayée après un éboulement ou une inondation. Surveiller les ambassades ou assurer la sécurité du WEF à Davos, crise sanitaire comme on l'a vu pendant la pandémie du Covid-19, où l'armée a soutenu les hôpitaux et la logistique de vaccination. Sombre période d'ailleurs. Bien que neutre, la Suisse participe à la stabilité internationale. Elle n'envoie jamais de troupes pour faire la guerre, mais elle envoie des experts et des unités pour maintenir la paix. La mission emblématique, le Swiss COI, ou au Kosovo. Depuis 1999, des soldats suisses volontaires cette fois participent à la force de maintien de la paix de la KFOR sous mandat de l'ONU. Le but c'est de stabiliser les zones de conflit loin des frontières suisses pour éviter que les crises ne finissent par atteindre l'Europe centrale. Si l'armée suisse est par définition vouée à rester à l'intérieur de ses frontières, il existe une exception historique qui fascine le monde entier depuis plus de 500 ans. Au cœur de Rome, c'est une unité de soldats suisses qui assure la protection du pape et du palais apostolique. Fondée en 1506 par le pape Jules II, la garde suisse est la plus ancienne unité militaire encore en activité, bien qu'il porte un uniforme de la Renaissance aux couleurs éclatantes, bleu, jaune, rouge. Tu ne t'y trompes pas, ce sont pas de figurants, ce sont des soldats d'élite entraînés aux techniques de sécurité les plus modernes. Mais alors, existe-t-il des conditions pour intégrer la garde? On ne devient pas garde suisse par hasard. Les critères sont extrêmement stricts et rappellent le lien indéfectible avec l'armée helvétique. Être suisse, bien sûr, c'est la base. Ensuite, pour postuler au Vatican, il faut avoir terminé avec succès son instruction de base dans l'armée suisse. Il faut être de confession catholique romaine et jouir d'une réputation irréprochable. Et enfin, être célibataire, au moment en tout cas de l'engagement. Avoir entre 19 et 30 ans et mesurer au minimum 1,74 m. L'histoire de la garde est marquée par le sac de Rome en 1827, où 147 gardes ont donné leur vie pour sauver le pape Clément VII. C'est cet acte d'héroïsme qui a scellé la réputation de loyauté absolue des soldats suisses. Aujourd'hui encore, chaque 6 mai, les nouvelles recrues prêtent serment de protéger le pape au besoin en donnant leur propre vie. Pourquoi l'armée est-elle si importante pour la Suisse? Au-delà de ces 3 missions, l'armée joue un rôle de cohésion nationale. Dans un pays divisé par 4 langues et des cantons très autonomes, l'armée est l'un des rares endroits où tous les Suisses se mélangent. C'est ce que l'on appelle la résilience, en formant chaque citoyen à réagir en cas de crise, que ce soit pour soigner, construire ou protéger. La Suisse s'assure que sa population reste actrice de sa propre sécurité. Comme le dit le dicton militaire suisse, l'armée n'est pas un outil aux mains du gouvernement, c'est le peuple lui-même qui s'organise. Longtemps, la Suisse a cru que la guerre en Europe était un concept du passé. Mais avec les tensions mondiales actuelles, notamment les tensions en Ukraine et au Proche-Orient, Berne a dû revoir toute sa copie. En 2026, la question n'est plus de savoir si la Suisse doit rester neutre, mais comment être neutre dans un monde qui est en feu. Face à la menace, la Suisse a décidé de sortir le carnet de chèques. Le budget de l'armée est en train de grimper pour atteindre 1% du PIB d'ici 2032. L'enjeu ici n'est plus seulement de se préparer à une invasion de chars dans la plaine, la priorité est désormais la défense sol-air avec l'achat de missiles Patriot et Iris-T, la protection contre les essaims de drones et surtout la cyberdéfense. Par ailleurs, le nouveau chef de l'armée, Benedikt Ross, éclaire ce qui menace l'Europe menace aussi la Suisse, dit-il. La neutralité n'est plus un bouclier magique, c'est une capacité qu'il faut muscler. On pourrait débattre sur la neutralité active. La Suisse est une corde raide. D'un côté, elle refuse toujours de livrer des armes directement à des pays en guerre pour respecter son ADN de neutralité. De l'autre, elle subit une pression internationale immense pour s'aligner
davantage sur ses voisins européens. En mars 2026, le Parlement a rejeté une initiative qui voulait ancrer une neutralité stricte et absolue dans la Constitution. Eh bien, le résultat, la Suisse choisit une voie médiane. Elle reste neutre militairement, pas d'adhésion à l'OTAN, mais elle devient politiquement active en appliquant des sanctions et en renforçant sa coopération avec l'Europe pour ne pas finir isolée. Pour l'armée suisse, le danger n'est plus seulement aux frontières, il est partout. Avec la multiplication des cyberattaques contre les infrastructures critiques, électricité, banques par exemple, l'armée suisse se transforme en une force de réponse rapide et technologique. On voit de plus en plus d'exercices communs avec le pays voisin. L'idée est simple, si un conflit majeur éclate en Europe, la Suisse doit pouvoir fonctionner en réseau avec ses partenaires tout en gardant son indépendance de décision. En 2026, la Suisse ne se contente plus d'observer le monde depuis ses sommets, elle réarme, elle code et elle investit. Car dans un monde où les frontières sont redevenues fragiles, la neutralité suisse n'a de sens que si elle est capable de se défendre seule face aux menaces de demain. Voilà, tu sais tout sur les coulisses de la défense helvétique, de l'article 59 de la Constitution aux alébardes du Vatican. La Suisse prouve que la neutralité est un effort de chaque instant qui demande autant de temps que d'argent. Si cette plongée dans les Alpes t'a plu, lâche un pouce bleu et partage la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Salut à tous et puisse le sort vous être favorable.